des wilayats, eh bien, c'est ces personnes-là, et c'est à partir d'Alger que cela s'est fait. Et voilà, et vous parlez de la symbolique, et c'est bien de revenir sur ces symboles justement très très importants. Bien sûr, mesdames et messieurs, on vous propose ce sujet qui a été préparé par notre collègue Nawel Abada, qui revient justement sur l'immigration algérienne, bien sûr, en France, comment elle a contribué à cette grande révolution de novembre 1954. Je vous remercie, Monsieur Abdelkader Ben Damesh, d'avoir répondu présent à notre invitation. Madame Benbaraham, bien sûr, je sais que votre agenda est rempli. Voilà, je ne sais pas si on peut continuer avec vous, mais en tout cas, voilà, on vous recevra certainement dans les émissions que nous faisons chaque semaine. Hebdomadaire, oui. Hebdomadaire, il faut laisser la place aux autres quand même. Non, mais votre présence est importante. Je peux partir. Je dois rester. Écoutez, vous êtes chez vous à Canal, voilà. Alors je préfère partir. Je suis très fatiguée. Êtes chez vous à Canal, en tout cas. On vous remercie d'avoir répondu présent, bien sûr, pour notre invitation. Rendez-vous sur vendredi prochain pour parler de novembre 1954 avec vous, avec tous ces détails, et toutes ces explications et éclairages. J'y arrive. Donc tout de suite, c'est le sujet de l'immigration préparé par notre collègue Nawel Abada, et on revient juste après. Restez avec nous sur Canal. Paris, les années 1950. Des boulevards, des cafés, des casinos, des vitrines. Bref, une image de prospérité et de rêve. Mais derrière cette façade brillante, une autre réalité. Dans les foyers, Sonacotra, dans les baraques des quartiers insalubres, à la périphérie des grandes villes comme Paris, Lyon ou encore Marseille, vivent entassés par milliers des Algériens venus travailler comme ouvriers dans les usines automobiles, les aciéries ou sur les chantiers du bâtiment. Oubliés, laissés pour compte, ils ont porté sur leurs épaules le poids du travail, de la solitude et de l'exil. Mais ces hommes n'étaient pas là uniquement pour travailler. Lorsque la guerre éclate en 1954, une grande partie d'entre eux devient rapidement un soutien indéfectible à la cause nationale, une base arrière stratégique pour le FLN. Très vite, le Front de Libération Nationale comprend l'importance de cette diaspora. Il crée en 1956 la Fédération de France du FLN, une véritable structure parallèle, organisée, disciplinée, avec ses chefs de secteur, ses cotisations et son réseau d'influence. Chaque travailleur est sollicité, des prélèvements mensuels sont instaurés. Ces fonds servaient à financer les maquis, acheter des armes, soutenir les familles des martyrs. Une contribution essentielle, plus discrète que le fusil, mais tout aussi efficace. Mais cette présence militante ne plaît pas à tout le monde. Le gouvernement français surveille, infiltre, réprime. Des milliers d'Algériens sont arrêtés, torturés, expulsés. Le climat devient de plus en plus tendu. Une véritable guerre souterraine se joue dans les rues de Paris. L'organisation du FLN, qui avait à l'époque entre 200 et 250 000 militants organisés, s'adressait surtout à l'époque à des ouvriers, des travailleurs immigrés. Et ces ouvriers ne pouvaient militer, ne pouvaient activer au sein du FLN qu'après les heures de travail. Les heures de travail, c'est-à-dire, disons, après 18h, de 18h à minuit, 1h, 2h du matin. Les autorités s'étaient rendues compte que si on interdisait aux Algériens de circuler après 20h, on allait frapper pratiquement à mort le FLN. Et c'est ainsi que, pendant longtemps, la répression s'est abattue sur nos militants qui fonctionnaient le soir. Imposer un couvre-feu discriminatoire est la solution trouvée par le gouvernement français pour casser cette dynamique,
mais c'était sans compter sur la détermination de ces Algériens engagés pour leur cause malgré la distance. Le pouvoir français s'était rendu compte de son impuissance à réduire la Fédération de France qui, par un quadrillage très efficace, faisait front à la répression et maintenait une activité intense malgré les arrestations qui se multipliaient. C'est dans ces conditions qu'il a été envisagé de transporter les méthodes employées en Algérie en France, et notamment à Paris. Pour ce faire, on a mis en œuvre une répression aveugle du style allemand durant l'occupation, et on a confié cela au préfet Papon. Le 16 octobre, avec mon ami Paulette Péju, on a parcouru les différents bidonvilles et on a vu les militants. Et l'objectif, c'était de les convaincre que ça allait être dangereux et politiquement difficile et qu'il ne fallait pas donner le moindre prétexte aux policiers français. La nuit du 17 octobre 1961, une des plus célèbres pages sombres des massacres coloniaux. Ce soir-là, des milliers d'Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre ce couvre-feu raciste qui leur est imposé. La répression policière est brutale, sanglante. Les manifestants algériens sont tués et jetés dans la Seine. Ce massacre, longtemps occulté, est aujourd'hui reconnu comme un crime d'État. Cette histoire reste vivante dans les mémoires des familles algériennes de France. Et pour les enfants et petits-enfants de ces résistants de l'ombre qui découvrent peu à peu cette page cachée de leur héritage, il est essentiel de rappeler que la liberté a été conquise non seulement dans les montagnes et les villes d'Algérie, mais aussi dans les usines de Billancourt, les rues de Paris, les foyers de Marseille. Les émigrés algériens ont été des combattants, des soutiens, des relais, des martyrs. Leur combat n'avait ni uniforme ni kalachnikov, mais leur sacrifice et leur engagement ont été aussi puissants que les balles du Djbel. Et oui, c'est un sujet émouvant. Notre collègue Nawel Abada qui revient sur les massacres du 17 octobre 1961. Il y a quelques jours, bien sûr, Canal Algérie a consacré une série de programmes sur justement cet événement tragique, bouleversant, qui est une tache sombre dans l'histoire, bien sûr, de la colonisation française en Algérie. Tout à l'heure, nous avons vu dans le sujet, j'aimerais bien citer les noms de ceux qui étaient dans ce comité de la Fédération de France, du FLN, bien sûr, Omar Boudaoud, Abdelkrim Souissi, et Qaddour Adlani, Ali Haroun et Saïd Bouaziz. Et puis, à l'instant, je suis très, très ravi et honoré de recevoir sur notre plateau Madame Feria Garmia, bien sûr, Moudjahida, militante, et puis à 14 ans seulement, vous êtes agent de liaison à Lyon, en France, avec tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire à cet âge-là, et je vais vous poser la question sur cette conscience précoce, prématurée que vous aviez à l'époque. Mais j'aimerais aussi présenter notre ami, confrère, bien sûr, du journal El Moudjahid, bien sûr, Kaidi, notre ami qui est là, parce que vous êtes journaliste, et vous êtes l'héritier, j'allais dire, avec tous vos collègues, de cette histoire du grand journal El Moudjahid. On parlera, bien sûr, Samy, de tout ça avec vous. Je ne vous présente pas avec Ali Fatah Ayadi, vous vous connaissez certainement, parce que les trajectoires se sont croisées à travers un seul canot, celui de l'histoire et de la mémoire. Madame Garmia, qu'est-ce que représente pour vous le 1er novembre 1954,
Vous qui étiez déjà dans le mouvement national, dans ce militantisme, cette date, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je crois que pour moi, c'est la plus importante date. Parce que c'est le démarrage du travail qu'on doit faire pour conquérir notre liberté. C'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose d'inoubliable, c'est très fort le 1er novembre. Oui. Il représente tout pour moi. Il représente la future liberté à l'époque. C'est ce que mes parents m'enseignaient. Il faut être... nous étions 3 filles, je ne reprends pas l'histoire de la famille. Oui. Mais on avait un père, Allah yarhamou, qui nous a rien caché, qui dès le début nous a enseigné notre devoir, la valeur de l'Algérie, la valeur du véritable Algérien. Et il citait même, pour lui aussi, la valeur de ses ancêtres. Parce que je descends d'une famille qui a toujours milité, qui a toujours été prête. Donc, je suis née dans le bain. C'est tout. Et comment vous l'avez vécu justement très très bien. Cet engagement alors que vous n'étiez... Il est venu naturellement, puisque chez nous, c'était un PC, mon oncle a participé à l'organisation des cellules, et après il a dit à son frère, je te laisse les enfants, tu t'en occupes, moi ça ne m'intéresse pas ici, je monte au maquis. Il est monté au maquis. Il est descendu à Sétif, il y a eu quelques attentats. Je n'ai pas de précision exacte. Tant que je n'ai pas une preuve, je ne peux pas citer. Et ensuite, il est monté au maquis. Il est mort en 1957 au maquis. Et papa a continué à s'occuper de ses neveux et de ses enfants. Donc, les 3 filles étaient engagées. Le PC tournait. Par la suite, ça a évolué au fur et à mesure. Et plus on grandissait, plus l'engagement était grand. Ça passait même avant le lycée. Au niveau du lycée, quand il fallait s'absenter, je m'absentais. Et j'allais chez le docteur Vol, le médecin de famille, qui me faisait un certificat médical. Et je faisais mon travail d'agent de liaison. Ça s'est passé comme ça. Je disais tout à l'heure que vous n'étiez une enfant, c'est-à-dire vous étiez enfant à l'époque, et c'est ça qui m'interpelle, c'est-à-dire comment on le vit quand on sacrifie son enfance. Parce qu'à cet âge-là, on est censé jouer avec une poupée, sortir avec ses petites copines peut-être. Mais là, on était devant un fait historique majeur. Vous rencontrez peut-être des personnalités comme celle de Mohamed Boudiaf, quelqu'un qui est charismatique, qui est quelqu'un qui décide, quelqu'un qui est bien sûr dans le FLN. Comment on le vit? Parce qu'on a envie de transmettre justement cet amour, cette passion pour l'Algérie, pour la liberté, pour la nation algérienne. Écoutez, simplement, on habitait un appartement correct. À Lyon, papa travaillait, donc on était bien nourris, on était bien habillés correctement. Seulement, on avait une grand-mère, Allah yarhamha, qui venait très souvent à la maison à Lyon et qui racontait 45. Où il y a eu beaucoup de décès dans la famille. Toute petite, Jeddah Hakina, raconte-nous une histoire. Et oui, Khalek Flen, Khalmouk Flen, ou Ammek Flen, ou Amobouyek Flen, ou qui طلعوا للدوار, ou qui داروا هكذا في المطمور. Et tout ça. Donc, c'est Jeddah, comme on dit, Jeddah. Jeddah, Allah yarhamha. Les belles petites histoires qu'elle racontait à ses petites filles ne parlaient que du 8 mai 45. C'est ça. C'est-à-dire c'est là où il y avait cette prise de conscience par rapport à ces récits malheureusement dramatiques. Automatique. Papa était prêt, maman, c'est pareil bien sûr, et les enfants étaient prêts. Et Dada Rouder Allah yarhamou, que j'adorais, ils nous ont rien caché. Quand Dada Rouder a dit à papa, Mohamed, Khouya, Khalilek l'bnet, parlant de toutes les filles, puisqu'il n'avait pas de garçons, Dada Rouder, aussi bien les enfants de mes cousines, tu t'en occupes, moi ça ne m'intéresse pas. Les cellules de Lyon, il les a montées avec ses collègues, il n'était pas seul bien sûr.
Et il est rentré en Algérie pour monter au maquis. Oui. Donc c'était logique. Je vais faire intervenir Sami Kaidi. D'abord, j'ai envie, par rapport à ces propos, de vous faire réagir quant au courage, justement, d'une famille comme ça. Et il y a des milliers de familles algériennes qui ont vécu cette séquence, c'est-à-dire la séparation du père avec son épouse ou de ses enfants, les enfants qui sont privés aussi de l'amour de son père ou de sa maman parce qu'elle est engagée dans le mouvement national. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire, Sami Kaidi, par rapport à cette résilience, à ce courage, à cette singularité du combat algérien? Voyez-vous, mon cher Amir, oui. Le témoignage très poignant et très émouvant n'est pas une surprise compte tenu de l'abnégation du peuple algérien, de son courage héroïque. D'ailleurs, il faut rappeler que le déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954, d'ailleurs je salue l'ensemble des Algériennes et des Algériens pour cette fête, c'est une fête. Oui. Cette lumière qui a éclairé une nuit bien ténébreuse. Et il faut dire que ce qui est particulièrement touchant, c'est que, et c'est ce qui singularise derrière notre glorieuse révolution, c'est l'unique révolution contemporaine. Hormis le Vietnam. Donc il y a déjà une singularité sur le plan géographique et sur le temps, sur l'espace temporel aussi. C'est-à-dire que le peuple algérien, après le peuple vietnamien, a marqué l'histoire par un courage immense, par une résilience, parce que le peuple algérien s'est levé tel un seul homme pour écrire l'histoire, pour se débarrasser d'un odieux colonisateur qui avait fait le pari de détruire le peuple algérien, car la nuit coloniale n'était pas seulement une volonté de prendre les richesses d'un peuple, de prendre tout un territoire, mais d'exterminer un peuple, d'exterminer sa culture, d'effacer son référent, d'effacer sa présence dans l'histoire. Et le peuple algérien a réussi à déjouer ce complot et à indiquer au monde entier que le peuple algérien vivra et vit. Et c'est aujourd'hui cet événement qui nous rassemble tous, nous, autour de nos aînés, pour poursuivre aussi finalement ce parcours qui est, parce qu'aujourd'hui, nous, jeunes Algériens, nous avons encore finalement les défis actuels, celui de la sécurité alimentaire, celui de la souveraineté totale dans un contexte où on voit bien un monde géopolitique un monde qui se reconfigure sous nos yeux. Et nos aînés sont un peu cette boussole, sont un peu cette direction, ce phare qui nous illumine et qui illumine aussi l'international, car la glorieuse révolution de novembre 1954 a montré la direction au peuple de la planète, des voies et moyens de se libérer de l'impérialisme, du néocolonialisme, parce que peut-être que le colonialisme est sorti par la porte dans plusieurs théâtres mondiaux, mais il tente de revenir par la fenêtre. Et vous me faites une très très belle transition parce que la proclamation du 1er novembre 1954, c'est un manifeste à l'international, c'est une déclaration universelle. Parce qu'il faut le dire, on a bien sûr choisi quelques exemples parce que cette proclamation et le combat du peuple algérien, mesdames et messieurs, a rayonné à travers le monde et c'est à travers ce combat-là que beaucoup de peuples vont bien sûr s'inscrire dans le combat et la lutte contre l'impérialisme et contre la colonisation. Nelson Mandela qui considérait l'Algérie comme sa deuxième patrie, c'est lui qui le dit. Il dit que c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Regardez cette phrase, elle est tellement poignante, elle est forte, d'un homme d'une humilité mais incroyable, mais qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'est vrai ou pas? Parce que c'est le combat contre le racisme, contre l'apartheid, contre la ségrégation, contre la discrimination. Et c'était le combat du peuple algérien. C'était ça, le noyau du combat du peuple algérien. C'était vivons en paix. Vivons dans la dignité, rayonnons avec le savoir, avec le travail, avec la connaissance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la déclaration de Feu Karim Belkacem quand il est sorti justement des accords d'Évian, comment il s'adresse au monde. Il dit l'Algérie va contribuer modestement
ou offrir modestement sa contribution à l'évolution du monde. Nelson Mandela, une petite récap de ce qu'il a vécu en Algérie. Tout de suite, on va le voir avec notre collègue, bien sûr, Benkassi Medjid, qui a préparé ce sujet pour connaître justement le parcours ou la rencontre entre Mandela et l'Algérie. Nelson Mandela entre en 1949 au Comité national exécutif de l'ANC. En 1952, il est désigné chef de la campagne de défi non violente contre les lois ségrégationnistes. Il connaîtra sa première arrestation après une manifestation. Il passera alors 2 nuits en prison. En 1956, il est arrêté au même titre que 155 militants pour haute trahison. L'instruction du procès durera 3 ans. En 1960, il est de nouveau arrêté et détenu de mars à août avec des centaines d'autres militants au terme de l'état d'urgence. Et après l'interdiction de l'ANC en 1960, Nelson Mandela passe dans la clandestinité. En décembre de la même année, il lance l'aile armée de l'ANC. La révolution algérienne, dont la réputation avait dépassé les frontières, allait constituer pour Mandela l'exemple à suivre. C'est alors qu'il décida de s'y rendre pour suivre une formation militaire et obtenir et trouver un soutien politique et financier pour la nouvelle organisation. À son retour au pays, il sera arrêté et emprisonné et bientôt envoyé au ban terrible de Robben Island au large du Cap. Il est condamné à la prison à vie pour sabotage et complot contre l'État avec d'autres dirigeants de l'ANC, dont Walter Sisulu et Govan Mbeki. Et on est de retour sur le plateau, bien sûr, de cette émission spéciale, ce fil rouge que vous propose Canal Algérie depuis 8 h du matin et jusqu'au soir, avec bien sûr des reportages, des documentaires et puis des duplex avec nos stations régionales et des témoignages avec des invités de différents bords, hein, j'allais dire, des écrivains, des journalistes, il y a des réalisateurs, il y a des historiens, des chercheurs en histoire. Et puis je rappelle que nous avions reçu il y a un moment, Maître Fatem Zahra Ben avec Abdelkader Ben Damesh, nous avons parlé de l'interaction avec Abdelkader Ben Damesh, de la culture, des arts, bien sûr, avec cette révolution pluridisciplinaire, avec Maître Fatem Zahra Ben un rappel historique important. Et puis avec nous, Ali Fatah Ayadi, qui a consacré l'essentiel de sa carrière pour réaliser des documentaires et surtout immortaliser des témoignages. Hein. Ça, c'est vraiment votre cheval de bataille. Vous voulez réagir par rapport à cette séquence liée à Mandela, Nelson Mandela, cet homme de paix, cet homme qui a voulu justement que la paix règne dans le monde? Nelson Mandela a fait ses classes en Algérie pendant le maquis algérien, et donc automatiquement il reconnaît et il reconnaît ce qu'on a fait pour lui. C'est pour cela, comme vous l'avez cité, qu'il avait dit que c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Autre chose, pourquoi? Parce que la justesse de la cause algérienne fait qu'elle a brassé beaucoup de sympathie. Il ne faudrait pas oublier qu'à travers le monde, bon, ça n'est pas venu d'un seul coup, mais à travers le monde, il y a eu beaucoup de pays, notamment les pays socialistes, avec à leur tête Tito et les Yougoslaves, ce qu'ils ont fait pour l'Algérie pendant la guerre de libération. Les équipes, je me rappelle, j'ai fait un truc qui s'appelle l'œil témoin, qui est la participation des Yougoslaves à la guerre de libération nationale, avec un Labodovic, un caméraman, qui était le caméraman attitré de Tito, et qui est venu pour 1 semaine, et qui est resté 3 ans. Donc, nous allons parler tout à l'heure avec Saïd Mendaoui, peut-être il faut annoncer que Saïd Mendaoui sera parmi nous, qui a consacré un magnifique documentaire à ces cinéastes de la liberté. Il cite bien sûr Stéphane Labodovic, Cécile de Cugis, René Vautier et plein voilà, oui, tout à fait. Donc c'est ça qui fait que la révolution algérienne est l'une des plus belles révolutions au monde. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dites-moi. Le prénom de Madame Garmia est propre à la région de Sétif. Et ça me permet de dire pourquoi
Garmia et les autres, parce qu'il y a beaucoup de Garmia à Sétif, et il y a eu, si à Alger il y a eu le réseau des bombistes, à Sétif il y a eu aussi le réseau des bombistes. Et ça n'est pas connu du tout. Ces bombistes sétifiennes, tout comme d'autres femmes sétifiennes et d'autres, la région de Lyon, je vais lui citer quelques noms. Les Harraïg, Zina Harraïg par exemple, qui vient de la même région qu'elle et qui a fait beaucoup pour la révolution algérienne, elle et ses frères. On l'appelait Bent l'Almania à Sétif. Et donc ces gens-là, c'est-à-dire les femmes algériennes qui ont combattu le colonialisme français et qui ont beaucoup aidé la révolution algérienne. Tu en parles très souvent avec Fatima Beddar, qui avait aussi 14 ans, quand elle a été jetée le 17 octobre dans la Seine. Et donc, le rôle de la femme, il est très important de lui rendre hommage avec tout ce qu'elle a fait pour la révolution algérienne. Tout comme dans tous ces pays. J'ai consacré aussi un film de 52 minutes, un film documentaire, que j'ai appelé « C'est juste qui ont choisi l'Algérie ». Et donc c'est cette justesse de cette cause qui a fait que beaucoup ont adhéré au risque de leur vie à la révolution algérienne. Effectivement, et puis peut-être qu'il faut rappeler que l'Algérie a rendu aussi hommage à Nelson Mandela tout récemment avec ce stade à Berraki, magnifique œuvre architecturale qui a été inaugurée par le président Ahmed Tebboune justement le 12 janvier 2023 et qui porte aujourd'hui le nom de Nelson Mandela pour que justement les jeunes, quand ils vont voir un match par exemple, c'est très intéressant de retrouver peut-être quelque chose qui explique le parcours croisé de ce monsieur qui se battait contre l'impérialisme, mais aussi surtout contre le racisme, comment il a croisé la révolution de novembre 1954. Peut-être une réaction par rapport à Nelson Mandela, Madame Garmia Feria. Si vous permettez, ma réaction, elle va être générale. Je suis très fière de mon pays. Bien sûr. On a fait notre révolution, c'est vrai, mais on n'est pas resté les bras croisés. Nous avons aidé tous les mouvements de libération. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, des bateaux d'armement, des aides. Si vous permettez, je citerai le capitaine Kirkeb, qui a été envoyé dans les maquis pour former pour les révolutions. Ça, c'est pour mon travail que j'ai participé à ces choses-là, l'Algérie indépendante. Et là, vous me rappelez peut-être Mohamed Boudia, qui est parti après la révolution algérienne, qui va rejoindre l'OLP, vous me corrigez si je me trompe, et qui a été assassiné par le Mossad justement à Paris, parce qu'il devenait un danger, parce qu'il disait, eux, qu'il contaminait les militants de ce vent de liberté et d'indépendance. Peut-être Sami Kaidi, dans cette même lancée, peut-être on parlera du mouvement Black Panthers aussi, qui est tout récent, bien sûr en 1960, qui commençait à être mal vu aux États-Unis, qui n'avaient pas d'espace d'expression et qui ne pouvaient pas s'exprimer et qui se sont réfugiés en Algérie. Exactement. Et là, on revient de Nelson Mandela au Black Panthers sur la même logique, c'est-à-dire que l'Algérie a ouvert... L'Algérie fraîchement indépendante a ouvert grandes ses portes pour l'ensemble des révolutionnaires de la planète, l'ensemble de ces mouvements qui ont vécu finalement les affres du colonialisme. Donc c'est une Algérie généreuse, une Algérie aussi qui est restée droite dans la ligne du combat de ses principes, des principes qui sont immuables finalement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Alger a on revient avec les propos assez forts d'Amilcar Cabral. Il avait dit que les chrétiens allaient en pèlerinage au Vatican, tandis que les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger. Et c'est extrêmement important. Ça nous montre que cette Algérie avait compris qu'en réalité, la glorieuse révolution se poursuivait, même après l'indépendance du pays. Pourquoi ? Parce que les principes, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être libre lorsque son voisin
vit la terreur du colonialisme et de l'impérialisme. Et on le voit encore aujourd'hui avec des différents théâtres, que cela soit le Sahara occidental occupé ou la Palestine occupée. C'est les mêmes logiques, la même terreur, le même fanatisme, les mêmes manquements aux droits de l'homme. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est que le peuple algérien, c'est important de le dire aujourd'hui, on est en direct sur Canal Algérie, quand on subit, quand on vit une colonisation aussi singulière dans l'histoire du monde, parce qu'il faut le dire, c'est une colonisation de peuplement qui a commencé en 1830. Il a fallu 132 ans de combat, parce qu'il faut le citer, c'est très très important. Le peuple algérien n'a jamais admis ce déracinement, cette violence contre sa culture, contre son identité, contre sa liberté, contre son territoire. Et cette colonisation, elle a laissé des traces, des stigmates, des conséquences graves qui continuent aujourd'hui à nous poursuivre. Dans chaque foyer algérien, on a une mère, une grand-mère qui a été torturée, un papa qui a été agressé. Aujourd'hui, si nous passons ce message, si nous sommes là en direct pour passer ces histoires comme celle par exemple de Laounissa et de Zakli, ou bien parler des pages de novembre, ou bien parler de ces témoignages qui racontent le parcours, la trajectoire d'un homme ou d'une femme, de Fatima Bédar ou de Oudaï, Zoulikha par exemple, ce sont là des histoires qui sont dans la même logique et optique de la proclamation du 1er novembre 1954. C'est-à-dire qu'il faudrait que le monde d'aujourd'hui ne tombe plus dans ces pièges et ne revient plus vers ces scénarios, ces scénarios de colonisation et de ségrégation et de discrimination. Et nous le vivons et nous le voyons aujourd'hui même, bien sûr à travers... vous avez les médias, etc., qui font... est fondamental. Voilà, c'est un rôle essentiel. Et juste avant, ce qui est important, c'est que l'Algérie a soutenu 14 mouvements de libération en Afrique. Donc l'Algérie est restée fidèle au serment, à ce serment-là. Et l'Algérie ne s'est pas arrêtée qu'au niveau de ce soutien-là. L'Algérie a même été la première nation qui a dénoncé finalement le 2 poids 2 mesures, même économique, en appelant un nouvel ordre économique international. Là, je reviens à l'ancien président Houari Boumediene, Allah yarhamou, qui a joué un rôle fondamental dans cette dénonciation d'un monde découpé entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et ces logiques se poursuivent aujourd'hui. On est dans la même logique d'un monde à 2 vitesses. Et effectivement, et je ne sais pas si au niveau de la régie de notre ami Nabil Tribesh, on a un VTR, un court VTR sur le mouvement justement des Black Panthers. Ce mouvement afro-américain, bien sûr, avec bien sûr Cleaver. C'est Cleaver qui avait joué Cleaver qui était présent. Et il faut souligner que ce sont des extraits qui viennent du documentaire de William Klein, qui était là justement 68. Pendant ce 69 dans le cadre bien sûr du panafricain, festival panafricain quand l'Algérie a accueilli toute l'Afrique bien sûr avec tous ces mouvements bien sûr de libération. On regarde ce court extrait, on revient juste après. Merci. To the other liberation movements who were brought together by the festival, the stage was set. People came here specifically to check each other out, to see what was going on, and to get some idea as to which movements they could relate to, which ones they wanted to relate to. I think your center had a very big success. Oh, very. And you showed to our population how... Magnifique documentaire, justement la télévision dispose d'une très très bonne copie, une archive magnifique qu'on a déjà diffusée. Je pense qu'il faut le diffuser ce documentaire parce qu'il nous montre franchement voilà, l'universalité de l'Algérie, c'est-à-dire comment l'Algérie peut à elle-même juste recevoir de différentes cultures, de différentes langues. Le panafricanisme de l'Algérie. Oui, le panafricanisme de l'Algérie. Qui a été constant, inconditionnel, sans rien attendre en retour. Et la générosité aussi de l'Algérie. Ce sont des images qui vous parlent, M. Ali Fatah Hayadi? Tout à fait, parce que donc c'est William Klein est arrivé en Algérie
pour le panafricain. Et pourquoi la télévision algérienne a une copie? Tout simplement parce que les images, la plupart des images du panafricain ont été faites par des gens de la télévision, des caméramans de la télévision, en 1969. Et moi, je me rappelle très bien aussi des Black Panthers qui ne quittaient pas le Neve. C'est un café qui est au centre d'Alger, à la rue Didouche Morad, un peu plus loin que l'entrée de l'université d'Alger. Et les gens qui ont fait la plupart de ces images sont devenus, maintenant ils sont à la retraite et tout, mais ils étaient à la télévision. C'était des caméramans de la télévision algérienne, un petit peu partout dans Alger, parce que cet événement, le panafricain, il y avait plusieurs plateaux. Il y avait bien sûr la fameuse Nina Simone, qui à ce moment-là a décidé de prendre la nationalité algérienne, et on lui a donné la nationalité algérienne. Et il y avait donc, comme le disait tout à l'heure notre ami, bien sûr que Alger est devenu la Mecque des révolutionnaires. Alors, puisqu'il parle peut-être, M. Ali Fethayadi, de la télévision et de son rôle, parce qu'il faut aussi parler du rôle de la télévision, parce que la télévision a produit deux magnifiques films, en fait. Deux magnifiques films, celui de Nehla de Belloufa, qui parle justement des réfugiés palestiniens qui étaient au Liban, et leurs conditions incroyables par rapport à cette marche du peuple palestinien qui était chassé de sa terre par l'entité sioniste. Et puis on a un deuxième film, Sanaoud, de Mohamed Slim Riyad. Alors Mohamed Slim Riyad, bien sûr, militant de la première heure au FLN et à l'ALN aussi, va faire Sanaoud. Et Sanaoud, bien sûr, c'est cette collaboration entre l'Algérie et l'OLP pour montrer, bien sûr, la difficulté de la condition du peuple palestinien à l'ombre de cette colonisation, encore une fois, qui continue, abjecte. On a, bien sûr, des images en off qu'on va défiler. Bien sûr, c'est des images, Sami, qui nous parlent, ceux de feu Yasser Arafat en Algérie. Bien sûr, au moment où on débat, bien sûr, on les voit à l'écran. Qu'est-ce que aussi ces images vous inspirent? Déjà, elle m'interpelle, car la création de l'État palestinien a eu lieu à Alger en 1988, en novembre 1988. Et là, on connaît sur le plan international une série de reconnaissances de l'État palestinien, mais il ne faut pas oublier que la création de l'État palestinien avait eu lieu à Alger, au Club des Pins, et que Alger, finalement, a fini par inspirer, quelques décennies plus tard, le reste de la planète sur la juste cause palestinienne et l'impérieuse nécessité de la création d'un État palestinien. Car aujourd'hui, le peuple palestinien vit un génocide, notamment dans la bande de Gaza, et plus que jamais, la scène internationale et les nations, les libres, les justes parmi les nations doivent se lever et crier pour dire stop à cette injustice. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que notre pays avait montré encore une nouvelle fois la voie de la liberté, de l'indépendance et de l'autodétermination. Peut-être avant de vous libérer, Sami Kaidi, j'ai envie aussi de rendre hommage à ces journalistes militants du journal El Moudjahedin, qui ont été à la rédaction, bien sûr, de ces pages qui vont marquer l'histoire de ce journal qui devient un quotidien aujourd'hui, bien sûr, qui existe et qui porte toute cette grande histoire. Aban Ramdan avait écrit dans Al-Moudjahid. Et notamment Kilim Belkacem aussi avait écrit Al-Moudjahid. L'Arbi Ben Mehdi également. Et ce qui est extrêmement... ce qui me rend particulièrement fier, c'est qu'à l'instar d'Alger, qui était un véritable bouillonnement de révolutionnaires, El Moudjahid était également représentait un peu ce bouillonnement de révolutionnaires.
Permettez-moi de rappeler que Frantz Fanon a également écrit... À partir de 1957, à partir de 1956, notamment à Tunis, dans les colonnes d'El Moudjahid, et son épouse jusqu'à dans les années 80, Josie Fanon. Donc El Moudjahid a été aussi cette antichambre de la politique étrangère de l'Algérie, une politique pour la liberté, pour la libération des peuples. Et les journalistes d'El Moudjahid sont toujours ces militants mobilisés pour finalement lutter contre les injustices et le manque d'équité dans ce monde. Ils le font par leur plume, mais je rends également un hommage aux journalistes de la télévision nationale qui poursuivent aussi avec d'autres moyens cette lutte-là, et on peut que s'incliner aussi à la mémoire de Issam Saoudi, qui a joué un rôle fondamental notamment avec Sawt al-Jazer, et puis après l'indépendance, on en parlera tout à l'heure, de directeur général bien sûr, de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de porter la caméra et qui ont utilisé la caméra comme arme justement pour dénoncer toutes ces exactions faites par le colonisateur contre le peuple algérien. Madame Dermia Feria, je vous laisse peut-être le temps de vous exprimer. J'ai envie que vous passiez un message à la jeunesse algérienne. J'ai envie que vous leur passiez cet esprit-là que vous aviez à 14 ans, en matière de nationalisme, d'amour de la patrie, du pays, de l'Algérie, d'aimer ses proches, d'être responsable, bien sûr, et surtout engagé pour sa patrie. Je voudrais rappeler simplement que nos étudiants algériens, avant le déclenchement de la Révolution, étaient au 111 boulevard du Luxembourg, on n'en parle pas, à Paris, en face du jardin du Luxembourg. Menhom, j'ai eu l'honneur de connaître deux personnes, Allah yarhamhom, Bled Abdeslem et Mohamed Siddiq Ben Yahya. Et j'ai eu l'honneur aussi de beaucoup discuter avec les deux. Et on a discuté de la Révolution. Ils étaient tous les deux étudiants et ils avaient pensé la Révolution déjà, nos étudiants. Et ils avaient proposé aux Tunisiens, aux étudiants tunisiens et aux étudiants marocains que tout le Maghreb se soulève en même temps. Ils ont dit oui au début et après on a été trahis. Et bien on s'est levé seul. J'ai beaucoup d'espoir en notre jeunesse, beaucoup d'espoir en nos étudiants. J'ai fait ma licence de droit ici à Alger et franchement, il y a beaucoup d'avocats qui ont été mes stagiaires. Et je suis toujours en contact et on parle de la Révolution, quel que soit l'endroit où on est né, quel que soit où on a milité. Si vous ne voulez pas perdre votre pays, on en a besoin. Ouvrez-vous à ce pays, travaillez pour conserver votre liberté, pour conserver ce que vos parents et vos aïeux ont gagné. Ça a quand même duré plus d'un siècle. Et des familles entières ont participé tout au long du siècle, depuis l'émir Abdelkader jusqu'à ce jour, alhamdoulilah. Vous avez, une autre bataille à mener. On est là, on est vieux, mais on l'amène jusqu'à ce jour et on continuera avec vous. Donc, s'il vous plaît, ne perdez pas notre chère Algérie. C'est tout. Il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, votre message est très émouvant et je crois vraiment que celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent à travers les écrans de la télévision algérienne et Canal Algérie plus particulièrement sont très sensibles et conscients, bien sûr, de l'importance de la consolidation, bien sûr, des rangs des Algériens et cette Algérie qui nous, bien sûr, qui nous unit tous, en fin de compte, et que aujourd'hui le vrai défi, c'est celui c'est celui de bâtir, celui de l'édification, celui de la science, de la connaissance et du savoir. C'est ça le défi qui nous attend. Merci beaucoup, messieurs, madame, de m'avoir bien sûr accompagné dans cet espace dédié à la mémoire et à l'histoire et à la commémoration et à la
célébration. Je vous invite peut-être à regarder avec moi un extrait d'un film, un téléfilm qui est produit par la télévision avec quelqu'un qui est l'ami en fait de la télévision algérienne, Ahmed Riyad, jeune comédien, réalisateur, producteur qui nous vient de Constantine et qui a accepté l'invitation de Canal Algérie. Il a fait le déplacement pour nous parler bien sûr de ces jeunes qui sont sensibles à cette question de la mémoire et de l'histoire et de la transmission et qui veulent l'exprimer à travers le 7e art, le cinéma. Donc on va les accueillir. Je vous remercie M. Sami Kaidi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste à Al-Moudjahid et vous intervenez bien sûr chaque semaine avec notre journaliste Samia Pacha dans l'émission Question d'actu. Donc rendez-vous pris avec vous, monsieur bien sûr Ali Fettah Hayadi. Merci d'être venu, merci pour ce nouveau-né. Hein. Et puis on vous souhaite bon courage pour la suite. Il y a 5 derrière. Voilà, il faut les lire, il faut les lire. Plus 30 ou 40 documentaires. 187 documentaires historiques. Voilà, Madame Feria, merci beaucoup, Madame Garmia Feria, Moudjahida, militante, agent de liaison à l'âge de 14 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis peut-être je vais vous offrir cet ouvrage. Voilà, il y en a 2, j'en ai vu, donc je vous l'offre. C'est celui de Ali Fettah Hayadi. Il va vous le dédicacer tout à l'heure et vous allez transmettre à vos petites filles peut-être pour que l'histoire continue. Mes petites filles, je trouve. Voilà, je l'ai deviné, Merci beaucoup. Donc on regarde le scout et on continue bien sûr cette émission avec vous. Restez avec nous sur Canal. واش حابين تقول لي؟ ابدا لي بالسؤال الاول واش انت؟ عادل بنك كان ينشط معنا. علاش ما راهش معكم؟